Bonjour Kevin, comment vas-tu? Très bien, je suis super content d'être là. Cool, un sommet de Kevin aujourd'hui. On va voir. C'est rare. Trop content de te recevoir sur le podcast. Ça fait alors quelques temps qu'on se connaît, mais en ligne, on va dire, à distance, sur LinkedIn. J'en parle souvent de ce réseau, mais c'est vrai que je rencontre beaucoup de monde dessus, notamment parce que tu avais essayé de me recruter. Plusieurs fois. Sans succès. Ouais, tu vois, l'histoire fait que justement, booster l'expérience, ça s'est pas très bien passé. On va en parler ensemble puisque tu es là pour nous parler de burn-out. Ouais. C'est un sujet qui me touche puisque j'en ai traversé un. Alors attention, je n'ai jamais diagnostiqué, tu vois, le burn-out. Alors, je sais pas, tu vois, si on le diagnostique vraiment et où on le fait. Donc c'est là où tu vas être pertinent. Voilà, et en tout cas, l'idée aujourd'hui, c'est que tu nous présentes déjà ton parcours. Tu as été DRH et tu as créé une communauté maintenant qui s'appelle Burnout Valley. Exactement. J'ai bien aimé le petit clin d'œil à les Silicon Valley, surtout que c'est assez tabou dans le monde des startups quand même. Et je dis startup, mais en fait c'est dans tout le monde de l'entreprise. Ouais. J'en entends même en sport beaucoup et dans d'autres domaines ou en musique aussi. Fonctionnaire aussi beaucoup. Ouais, fonctionnaire aussi. Hyper intéressant, tu vois. Je savais pas du tout. Ouais. Donc trop bien. Écoute, avant qu'on commence, est-ce que tu peux te présenter? Ouais. Avec plaisir. Encore merci de m'avoir accueilli ici. Moi, je suis un ancien. En fait, j'ai toujours travaillé dans les startups. J'ai adoré ça dès le départ. Ça m'a fait ça a été un énorme bouffée d'air frais où je me suis dit enfin un monde souple, rapide, qui crée des choses. Et j'ai toujours eu un idéal très 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 puissant sur le monde des startups. Petite descente récemment, petite désillusion récente, mais du coup j'ai commencé en tant que grosse, en tant que RH, et j'ai terminé ma carrière en ce moment de start-upper en tant que DRH d'une start-up, et j'ai fait mon burn-out en juin dernier là-bas. Le sujet m'a hyper intéressé. Je trouvais que c'était salvateur, c'est vraiment une expérience qui est traumatisante à plein d'égards, mais qui permet de se renouveler, de se reconnecter à soi parce qu'on est obligé de s'en donner l'opportunité et parce qu'on n'a plus le choix. Donc en tout cas c'est comme ça que j'ai vécu, et à l'issue de ça j'ai créé une communauté qui est naissante, avec en gros une newsletter, un podcast et un petit Discord où on n'est pas beaucoup, mais on essaie de se donner en gros des conseils sur comment aller mieux, etc. Et là je suis en train d'aller explorer des nouvelles voies, aller essayer d'aller chercher des experts qui viennent du monde de la sophro, des avocats, des psychiatres, psychologues, etc., pour donner plus de billes à ceux qui font des burn-out. Enfin, c'est ça l'objectif de la communauté, quoi. Voilà. Trop bien. Comment tu définirais le burn-out, toi? Ça pourrait être 1 heure de définition, tant en fait les études, les experts, les domaines se contredisent, etc. Et pourquoi en fait c'est compliqué comme définition, c'est que c'est assez connu, assez banalisé, mais surtout multifactoriel et multisymptomatique. Donc en fait, c'est difficile de définir d'où ça vient, et c'est précisément, ou en tout cas de tirer des règles générales, et c'est très difficile de faire la même chose pour dire en fait si tu as tel et tel symptôme, c'est sûr à 100% que tu as un burn-out. En fait, c'est pas vrai, et chaque burn-out a une histoire et des symptômes différents, et c'est ça qui rend la définition assez compliquée. Mais je vais quand même tenter de donner une approche assez large. Avec plaisir. La première chose, c'est ce qu'il faut comprendre du burn-out, c'est que c'est du stress qu'on a eu pendant 6 mois, du stress chronique en fait qu'on a eu pendant plus de 6 mois, qui va avoir un impact très fort sur le corps. En fait, le corps, il n'est pas censé générer autant de cortisol à H24, il n'est pas censé être tout le temps stressé comme il l'est, et il a besoin de se calmer, etc. Et en fait, le problème du burn-out, c'est qu'en fait, on arrive à un stade où, au fur et à mesure, on va se fatiguer, avoir une fatigue émotionnelle, on va se déconnecter
déconnecté, il y a un process de déshumanisation à un moment, et après une mésestime, une perte de confiance en soi, une perte de compétences au travail, et donc ça c'est un peu la vision globale, c'est de dire en gros tu as toute la partie burning en fait, qui est ce moment où tu commences à te fatiguer, tu te réveilles tous les matins, tu es plus fatigué que la veille, c'est plus ressourçant, etc. Et après tu as vraiment le côté burn-out il y a eu un trop-plein, tu viens de faire une overdose, et là batterie à plat, et tout le monde a des histoires assez folles à raconter de je suis devant mon ordi, j'arrive plus à travailler, mais il n'y a plus à écrire une seule ligne de code ou une seule phrase. Je vais à l'hôpital, je perds l'usage de mes mains, j'arrive plus à voir, enfin, des choses assez folles où en fait le corps vraiment déconnecte quelque chose, il tire vraiment, c'est pas un signal d'alarme, c'est vraiment un truc, c'est un déconnecteur quoi, c'est c'est fini. Il dit stop quoi. Il dit stop, et donc voilà. Et je disais que dans les définitions, ce qui est assez intéressant, c'est que il y a ça c'est la définition un peu académique. Les Belges sont hyper avancés sur le burn-out, et eux ont une autre vision qui va un peu plus va toucher un peu plus à l'aspect psychologique et perspective de l'individu, où eux en gros ils disent en fait c'est un individu qui arrive au travail avec un idéal assez fort, qui au fur et à mesure le perd, et va à nouveau dans ces phases que je citais précédemment, où on essaie de se protéger, donc du coup on se déconnecte de soi, des autres, et donc ça c'est des phases où typiquement c'est le docteur qui se réfère au patient par un numéro de dossier, où c'est la jambe gauche cassée, etc., plutôt que de dire ah c'est Madame Michu quoi. Et en fait ça c'est un premier truc où on voit des parents qui arrivent plus à connecter avec leurs enfants, avec leur famille, etc. Et ça c'est des premiers signaux d'alarme. Et après en fait on arrive encore à la fin vers le côté désillusion totale, et donc perte de sens très fort, et crise existentielle un peu qu'on va retrouver quoi. Voilà. Donc il y a plusieurs stades de ce que je comprends. Toi tu as traversé un peu tous les stades. Enfin comment ça s'est matérialisé pour toi, ton expérience sur le sujet? Donc un autre truc que je voulais dire aussi, c'est que c'est quelque chose qui arrive au travail. Donc de plus en plus, on est en train de l'élargir. On parle de burn-out parental, etc. Mais on va, pour pas perdre l'audience, on va se focaliser sur le travail. Et en fait, il y a une mécompréhension. On a l'impression que ça vient que du travail. On voit souvent comme ça, on imagine souvent une entreprise hyper toxique, hyper nocive, avec un boss horrible. Il y en a, ça existe. Il y a beaucoup de burn-out qui sont liés à ça. Mais moi, dans mon cas, c'est plutôt 10 ans de mauvaises pratiques et mauvaise hygiène psychologique et personnelle qui font que je me suis tellement tout le temps stressé, et j'ai tellement eu une relation étrange au travail où toute ma valeur y était placée, que en fait je suis arrivé au burn-out en essayant de devenir le meilleur parent. J'étais jeune parent, le meilleur une machine en course, donc je devais courir mon premier 32 km, j'essayais d'être une meilleure version de moi-même tout le temps, et j'avais aucune soupape de décompression, et je faisais que des choses à la volonté quoi. Et donc j'arrive dans une start-up early stage qui early stage, je précise juste, c'est au tout début de l'aventure, quand il y a personne. C'est au tout début de l'aventure, donc en fait on est early stage un peu passé quand même, on est une trentaine, mais c'est quand même un contexte où on se met pas de limite, et c'est toujours ce que j'ai aimé aussi dans mon travail, c'est on se met pas de limite sur le challenge, les attentes, etc. Moi, je commence à revenir dans ce milieu-là. C'est la première fois que j'étais dans une entreprise en étant parent. Avant, j'avais eu un petit break de freelance, et ça m'avait permis d'avoir un super cadre de vie. Et là, je commence à me mettre une énorme pression pour me dépasser, faire un super boulot, essayer d'améliorer la boîte, et je mets énormément d'investissement personnel là-dedans. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai commencé à à m'auto-octroyer des nouveaux jobs. Donc, je me suis dit, ah tiens,
il y a le Head of Inside Sales qui est plus là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette partie-là. Directeur des ventes pour simplifier. Pardon, ouais, merci. Parce que l'audience, c'est pas forcément... C'est pas directeur des ventes, mais c'est en gros, c'est directeur de gens qui font de l'appel à froid, quoi. Oui, la prospection, Donc, c'est une petite unité dans l'équipe commerciale, quoi. Et je me mets à faire de l'appel à froid, moi aussi, pour leur donner envie. Je me dis, ouais, voilà, un bon DRH, c'est quelqu'un qui donne l'exemple, etc. Et donc, je me mets à faire quelque chose qui est totalement en dehors de ma zone de confort. Mais c'est pas quelque chose, enfin, parfois on sort de sa zone de confort, on aime bien ça et on se dit c'est cool, c'est excitant, etc. Là, c'était vraiment quelque chose que je ne pourrais jamais faire et que je ne pouvais pas faire, qui me mettait trop mal, c'était trop contre nature. Et là, je perds mon énergie comme jamais, et en même temps j'essaie d'être bon partout, et d'être trop fort partout, et d'être une machine partout. Donc, c'est le souci de la performance dans tous tes domaines de vie, tous mes domaines de vie. Et au fur et à mesure, je commence à avoir un changement mental où je me dis vraiment, là, ça y est, je me mets en mode machine. Et je me rappelle vraiment le moment où je me suis dit, je me mets en mode machine. Et donc là, toute ma vie était millimétrée, chronométrée, toutes les tâches, les moments en famille, tout était vraiment dans la semaine au cordeau, quoi. Et je me mettais à travailler le soir pour compenser j'ai été chercher mon fils à la crèche, il y a eu telle ou telle maladie, etc. Enfin bref. Donc je compense beaucoup, et j'essaye toujours de me développer jusqu'au moment où en fait il y a une espèce de crise de valeur au travail, où je me dis je suis dans une situation où on est en train de se disputer avec un salarié et le CEO de la boîte. Je suis pas d'accord avec l'approche des deux, et en fait ça me met dans une situation où je suis en désaccord, et pourtant j'essaye de rallier les deux, et à ce moment-là en fait il y a une vraie crise de valeur interne, en me disant mais pourquoi je fais ça en fait. Personne essaye d'y mettre du sien. Je perds vraiment mon temps, et en fait ça m'a dès que cette situation s'est résolue, en fait toute ma pression est retombée, et là je suis arrivé et j'arrivais plus à travailler, quoi. Mais j'arrivais plus à travailler. Ça s'arrête du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Et en fait, a posteriori, je commence à voir que j'ai de plus en plus de mal à courir, etc. Mais du jour au lendemain, en fait, j'avais des problèmes un peu de sommeil aussi, un stress tout le temps hyper élevé. Donc on se rend plus compte à un moment, parce qu'en fait, c'est tellement le quotidien que tu trouves que c'est normal, et tu continues dans ce rythme, en fait, jusqu'à ce que ça... Et il y a aussi une addiction au stress, parce que tu es sous cortisol élevé, donc tu es hyper... t'as beaucoup d'adrénaline, tu es hyper à fond, t'es dans une énergie constante, t'as l'impression que tu peux tout faire, que t'es un surhomme en fait. Et il y a vraiment ce côté, je suis un surhomme. Donc je prenais 3 cafés par jour, alors que 1 déjà, ça me met dans tous mes états d'excitation. Enfin voilà, je suis vraiment au summum du stress, quoi. Et donc tout s'éteint. Là, je suis devant mon ordi et je dis ok, bon bah je veux faire de rupture co, j'ai besoin de méditer, je sens que là j'en ai pour 1 an et demi. L'équipe est hyper me dit de rester, essaie de me convaincre de rester, de faire un mi-temps thérapeutique, etc. Enfin, ils me proposent toutes les solutions. Je leur dis non, je veux juste partir. Je sais que je suis fini pour le moment, quoi, que j'ai besoin de me retrouver. Et après ça, j'arrive plus à lire, donc j'arrive plus à... Je lisais des histoires d'enfants à mon fils, et j'arrivais plus à dire la robe rose du tigre. Je butais sur chaque mot. Wow. Je venais de courir 32 km, j'arrivais plus à courir 30 minutes. Même ton corps a lâché, quoi. Tout a lâché. Le corps, l'intellect, etc., la concentration, tout est ras les pâquerettes, quoi. Et ça a duré bien 6 mois. Okay. Voilà, quoi. Donc, 6 mois. Et ta compagne t'a accompagné, le mot est bien trouvé. Là-dedans, comment ça s'est passé, puisque du jour au lendemain, ton corps lâche.
quelle est ta première chose? Tu restes au lit pendant 6 mois, tu essayes de trouver rapidement des solutions. Comment ça se passe pour toi, la suite? C'est un peu la double peine quand t'es jeune parent, c'est que tu peux pas juste t'abandonner, quoi. Le matin, tu te réveilles la nuit, le soir, t'es là, etc. Donc t'as quand même la journée où tu peux récupérer, et c'est là où en fait il faut mettre toutes tes billes, etc. La première chose que j'ai fait, c'était de me dire au bout de 3 semaines, c'est bon, ça va mieux. Tu sais quoi, là on peut partir sur un deuxième enfant, etc. Okay. Donc ma femme va accoucher dans quelques mois. Et pourquoi je dis ça, c'est qu'en fait c'est marrant, c'est que à ce moment-là, je vais voir un psychiatre. Il me dit oui, vous faites probablement un burn-out. Tu noteras que c'est toujours probablement. Ouais, probablement. Et donc voilà, arrêtez-vous, prenez soin de vous, etc. quoi. Et moi, je comprends pas ce que ça veut dire que d'avoir un burn-out. Donc je me dis, dans 3 semaines, c'est fini, je serai bon. Et donc je dis à ma femme, bon, c'est bon, genre break de 3 mois, et puis après, bam, un peu, et c'est reparti, quoi. On repart en mode start-upper, c'est reparti, quoi. Et c'est, je pense que 6 mois plus tard que j'ai compris, parce que je voyais enfin le décalage où je me disais, mais même quand j'arrivais pas à lire les mots, les phrases hyper simples ou à décrire une image, etc., ça me choquait pas en fait. Parce que ça avait été tellement progressif que au final, tu vois pas que tu as perdu tes facultés intellectuelles, que tu vois pas que tu mets beaucoup plus de temps à faire les choses. Et donc c'est hyper intéressant de voir ça, quoi. Et donc voilà, ouais. Mais hyper intéressant, et dans ton entourage, parce que c'est probablement, comme tu le disais, je pense en avoir vécu un. Ça a été aussi un passage difficile. Et il y a des moments, maintenant, je post-rationalise, tu vois, je vois des moments où j'étais avec mes amis ou avec ma copine où j'étais pas là. Ouais, t'es pas là. Tu sais, t'as les yeux dans le vide, tu regardes et ton cerveau est coupé, en fait. Et des personnes te disent, tu penses à quoi? En fait, juste, tu penses à rien, quoi. Ouais. Tu sais, j'ai aucun souvenir parfois. Ouais. Et c'est vrai que ce probablement est difficile. Après, moi, je suis allé voir personne, donc tu vois, j'ai laissé faire le temps, et j'ai créé d'autres projets aussi pour me relancer. Mais c'est vrai que ce probablement est difficile. Mais l'OMS n'a pas mis une définition sur cette maladie. Enfin, je sais pas si en fait, c'est une maladie. Ils appellent ça un syndrome. Okay. Un syndrome, en gros, c'est quelque chose qui est moins clair qu'une maladie. En fait, une maladie, de ce que j'ai compris, c'est quand tu arrives à vraiment définir les causes et les symptômes. Quand c'est pluriel et mal défini, etc., on appelle ça un syndrome. Ouais. D'accord. Et du coup, en fait, c'est pas... Ce qui est intéressant dans le burn-out, c'est qu'en fait, même avant, dans la période de phase de burning, dans d'épuisement très fort que tu peux avoir, en fait, même ça, c'est considéré en fait dans un sens comme un burn-out, tu vois. Donc, ton épuisement, en fait, la manière de te rétablir de tout ça, en fait, ce sera toujours les mêmes thérapies vers lesquelles on va, ou en tout cas, ça va être la même approche de se remettre, c'est-à-dire prendre du temps pour soi, aller voir un psy, aller faire du sport léger et doux, améliorer ça. Enfin, on pourra revenir là-dessus tout à l'heure, tu vois. Je pense que ça mérite qu'on passe plus de temps dessus, mais tout ça pour revenir à ta question, c'est un psychiatre, en fait, il a besoin de quelques sessions avec toi pour te dire, ok, je t'arrête 2 semaines. Peut-être que c'était une fatigue passagère. Je t'arrête maintenant 1 mois. Maintenant, je t'arrête 3 mois. Maintenant, je t'arrête 6 mois. Ouais, et là, vous avez vraiment fait un burn-out, monsieur, quoi. Après, t'as des quiz que tu peux prendre qui sont il y en a un qui est connu, qui est celui de Maslow, mais il y en a de nouveaux qui sont en train de sortir aussi en ce moment, qui sont en train de tester, qui a l'air d'être encore plus fin dans leur analyse, où tu réponds à une batterie de questions sur les 3 grandes phases de fatigue émotionnelle, dépersonnalisation et le troisième jeu, ma mémoire maintenant, l'estime c'est la bésestime ou la non-performance au travail. Et en fait, on t'analyse sous ces trois dimensions. D'accord. Et à la fin, tu réponds et tu as déjà une première idée de là où tu te situes, quoi. Donc déjà, tu pourrais faire ça, un espèce d'auto-quiz pour savoir où tu en es, mais ça se fait pas tout seul. Il faut être accompagné par un psychologue ou un psychiatre. Et
Et donc voilà. Et après, en fait, c'est pour ça, en fait, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont juste se dire, bon, bah, là, j'en peux plus, je suis fatigué, j'arrête, je quitte, je démissionne, je rupture co, je me fais licencier parce que je suis plus bon. Et il y a beaucoup de gens qui sont licenciés en burn-out parce qu'ils ont été totalement usés et à la fin, ils sont jetés comme des malpropres. Enfin, t'as plein de situations comme ça qui sont toutes différentes et voilà, quoi. Mais ce qui est difficile, comme tu dis, c'est qu'il y a des personnes qui vont demander une rupture conventionnelle ou une démission, enfin, ou démissionner, etc. Mais il y a aussi cette phase où tu détectes que ça ne va plus du tout et tu te dis, est-ce que je reste ou pas? Et alors, je prends le cas des startups parce que c'est ce que je connais le mieux, mais dans toutes les entreprises, j'imagine que c'est la même chose. Il y a une forme d'attachement quand même. Et aussi une forme de se dire, j'ai pas envie d'être faible et d'abandonner comme ça. Et je vais prendre mon cas parce que c'est celui que je connais le mieux, évidemment. Mais tu vois, moi, j'avais des BSPCE, donc, qui est une forme d'actionnariat de la startup que tu connais. Et tu te dis, mais en fait, si je reste encore, moi, il me reste, je pense, que 6 mois, tu vois. Et tu te dis, bon, bah, du coup, ça, je convertis, et ensuite, ça peut valoir quelque chose. Et en fait, t'es dans un peu ce délai très pernicieux où tu dis, allez, patiente, c'est dur, mais patiente. Mais en fait, t'es à bout, tu vois. Et je pense que pas mal de personnes ont un peu du mal à franchir le pas et se dire, bon, allez, c'est bon, je pars. En fait, c'est même plus la peine d'attendre quoi que ce soit, quoi. Ouais. Ou alors, peut-être que le burn-out, le vrai, entre guillemets, je sais pas s'il y a un vrai, mais te force à partir tout de suite, quoi. Je sais pas. C'est pour ça que moi, tu vois, j'ai du mal à dire si officiellement c'en était un ou pas. Et le probablement rentre encore en compte là, mais voilà, c'est un peu ce que je me dis, quoi. En fait, il y a beaucoup de gens à qui je parle qui me disent j'ai peut-être fait un burn-out, je pense que là j'étais très fatigué, etc. Donc il y a une vraie banalisation du terme où quand tu as une grosse fatigue pendant 3 semaines, tu te dis ça y est, j'ai fait un burn-out. Ouais. Mais il y a vraiment même si tu n'oses pas le dire, parce que les gens n'aiment pas trop se victimiser, tu vois, généralement, mais généralement, les gens le savent quand même, tu vois. Et je pense que toi, tu le sais quand même, au fond de toi, que c'était pas normal ce que tu as vécu, que tu as mis du temps à t'en remettre, que tu as eu plusieurs phases difficiles émotionnellement, que tu te réveillais le matin plus fatigué que la veille, etc. Et déjà, ces choses-là, c'est un indicateur, quoi. Bah, y a des matins où j'avais vraiment du mal à me lever, ouais. T'as un peu une enclume, quoi. Ouais, tu sens que ton corps pèse. C'est ça. Et ça, c'est les premiers signaux de se dire il faut partir tout de suite, quoi, ou il faut s'arrêter. Et en fait, les gens à qui ça arrive, généralement, il n'y a pas des règles immuables, mais il y a quand même ça arrive souvent, on va dire, à des individus qui savent pas mettre de limites, qui ont besoin de se prouver beaucoup de choses, qui savent pas dire non, qui savent pas, qui sont des people pleasers, tu vois. Moi, j'essayais vraiment de faire plaisir à tout le monde, de dire oui à tout le monde, etc. Et il y a un vrai truc et ça, on le voit surtout dans la santé, par exemple, où il y a énormément de burn-out, notamment chez les infirmières, mais chez les docteurs aussi. À l'hôpital, beaucoup. À l'hôpital, où il y a vraiment ce côté, si moi, je flanche, j'impacte tous mes collègues. Si je pars, le bateau coule, en fait. Oui, et puis ils sont pas nombreux en plus. Ils sont pas nombreux. Et en fait, ce sentiment-là, tu l'as aussi beaucoup, même en entreprise, alors que tu es en train de faire des trucs qui sauvent pas des vies. Et sur Excel, tu as l'impression que si tu pars. Si je pars, tous mes collègues. Ça va s'écrouler. Et en fait, il y a une espèce d'augmentation de l'importance que tu as, mais en fait, tu as l'impression de trahir le système, etc. Et donc, j'ai un ami psychiatre qui me dit qu'il voit énormément de burn-out. Et son gros challenge avec les gens qui font des burn-out, c'est de faire en sorte qu'ils prennent les arrêts qu'ils leur donnent. Ok. Tu vois ? Donc ça, certains vont ne pas les prendre. Ouais, il y en a beaucoup qui le prennent pas, en fait. Wow. Et c'est ce côté réussir à s'arrêter qui est très difficile. Et c'est pour ça que le corps est bien fait, c'est qu'il te dit vraiment, tu arrives au bout de quelque chose, tu ne respectes pas ton corps, tu ne respectes pas qui tu es et tes attentes, tes idéaux, tes besoins. Maintenant, c'est fini. Je te mets KO et t'arrêtes, quoi. Et donc, et si tu n'as toujours pas compris le message, tu as 25% des burn-out qui récidivent. Et donc, si tu n'as toujours pas compris le message, on t'en refait faire un, jusqu'à ce que tu aies compris que, en fait, il faut se revenir à soi, essayer de bien comprendre, être en multithérapie, changer plein de choses autour de toi pour ça, quoi. Ouais, complètement. Et c'est intéressant, je rebondis, tu disais, il y a quand même un terreau des personnes que ça concerne plus que d'autres. Ouais. Des personnes qui vont ne pas mettre de limites, dire oui à tout, essayer de... Alors, j'ai pas eu ton expression, mais de faire plaisir à tout le monde. Ouais, people pleaser. Ouais, people pleaser, faire plaisir à tout le monde.
Ça, on le voit beaucoup. Donc, c'est vrai que alors pour les auditeurs qui écoutent ce podcast, c'est important de mettre des limites. Toi, tu as des ressources là-dessus, je sais pas, des livres qui parlent de ces sujets-là, tu vois. Si on est un peu dans cette situation et qu'on hésite, qu'on puisse un peu se renseigner ou se former ou voilà, apprendre à... Parce qu'en employé, il faut manager son manager parfois. Ouais, en vrai, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est trouver un thérapeute qui vous suit. On est tous capables de mettre 1 000 € dans un iPhone. Dès qu'il faut mettre 70, 100, 150 balles dans une session avec un thérapeute, un psychologue, un psychiatre, on est en train d'y réfléchir à 10 fois comme si on faisait un investissement immobilier. Donc ça dénote un peu de là où on en est aujourd'hui. Je pense que l'accompagnement psychologique, moi je me vois maintenant être suivi toute ma vie, tellement j'ai trouvé de la valeur incroyable en fait dans l'accompagnement qui te permet du coup, en faisant des introspections, en comprenant en fait qui tu es et d'où viennent tes névroses, tes failles, qu'importe comment tu les appelles, et comment tu arrives à les gérer, et ben en fait naturellement tu retombes plus dans ces travers de vouloir sauver tous tes collègues, vouloir sauver l'entreprise, vouloir surperformer, avoir une relation bizarre au travail. Et même encore si tu la reproduis, tu as quelqu'un qui te suit et qui est là pour veiller sur toi et te coacher, etc. Et dire attention, quoi. Voilà. Et donc c'est pour ça, que ce soit un thérapeute, un coach, un ostéo, il y a plein, tout le monde a un peu des individus qui leur font du bien et qui les suivent, etc. Mais je pense que la plus grande réponse, c'est celle-là. Plutôt que tu vois d'apprendre par cœur des postures ou des méthodes des programmes des programmes, etc. Après, dans la communication non violente, non verbale, pareil, t'as beaucoup je pensais historiquement que c'était vraiment comment tu dis des choses de manière gentille et mielleuse, et en fait c'est pas du tout ça. C'est vraiment comment est-ce que tu arrives à exprimer vraiment tes besoins de manière à ce qu'ils soient entendus et à mettre justement tes limites, etc. Donc ça, s'il y a un truc à l'explorer, c'est celle-là, parce que justement, tu arrives à comprendre que tu t'exprimais pas, par exemple, ou que tu t'exprimais pas suffisamment bien pour être entendu. Et donc c'est vraiment une manière, là pour le coup, de systématiser ta communication. Mais pour communiquer aux autres, il faut d'abord se rendre compte de ce qui se passe en soi. Et je pense que c'est ça le problème quand on est en burn-out, c'est qu'on a coupé sa connexion à soi, et on est vraiment que dans la volonté. Et quand on est que dans la volonté, en fait, c'est se dépasser à tout prix. Et se dépasser à tout prix, en fait, tu peux pas écouter tes signaux d'alarme qui te disent écoute, je vais pas bien, là je suis fatigué, là je suis triste, là je suis stressé, là je suis anxieux. Tu peux pas te dire ça, tu es juste obligé de te dire tout ça je m'en fous. Donc en fait tu prends une bulle de toutes tes émotions, de tout ton vécu intérieur, et tu dis tout ça je m'en fous, moi je veux atteindre mon objectif, il est là, et bam 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 quoi. Et donc c'est ça me parle ça, tu vois, parce que la première année quand je suis rentré en start-up, et c'est toujours comme ça, tu vois, tout le monde, toutes les personnes qui tombent malades le premier jour des vacances. Ouais, moi ça m'est arrivé, classique, et je pense que j'ai eu un ulcère, pareil, je suis pas allé le faire détecter. En tout cas, j'avais très très mal au ventre, et dès que je mangeais quelque chose, j'avais vraiment très mal, tu vois. Donc première semaine de vacances gâchée, en plus je suis parti au Vietnam, c'est la première fois que j'y allais. Je profite de la deuxième semaine, et je me suis pas écouté, c'est ce que tu disais. Je me suis dit, bon allez, on repart pour la deuxième année, objectif machin, tu sais, tu continues dans ton rythme complètement allumé, quoi. Et c'est là où ce que tu disais juste, c'est qu'ensuite ton corps te dit vraiment en fait non, je t'ai pas compris, je t'ai fait une alerte, la deuxième par contre ça va être la bonne, tu vas t'arrêter, quoi. Et oui, sur la communication non violente, je pensais, tu peux parler peut-être du livre Les mots sont des fenêtres de Rosenberg. J'en ai entendu beaucoup de choses bien de ce livre. Donc, je l'ai lu, il est super. Alors, comme beaucoup de livres américains, parfois il peut se résumer à la moitié. Ils sont forts pour, écrire 300 pages de trop. Mais sur le sujet de la communication non violente, il est super. C'est intéressant aussi parce que tu disais, parfois on s'exprime pas. Et je pense que le burn-out peut venir de là. Quand tu reproches à des personnes des choses alors que tu ne leur dis même pas ce qui te va pas, quoi. Ça, je sais pas, en tant que DRH, tu l'as beaucoup vu aussi, parce que tu dois être aussi un peu le bureau parfois des plaintes, non, quand en fait le DRH
la manière dont j'ai incarné le DRH plutôt, c'était de peut-être trop accepter que les gens ne se parlent pas entre eux et m'utilisent comme intermédiaire. Et ça, c'est quelque chose que tu vois souvent au travail, c'est que qu'importe le climat que tu essaies d'instaurer, on reste dans une société, on a tous été éduqués d'une certaine manière et on n'a pas vachement été éduqué à partager ses émotions au travail, à gérer ses limites, et surtout dans le monde des startups, où en fait le monde des startups, c'est vrai, encore plus que d'autres milieux, et vraiment dans le côté dépassement de soi, challenge, t'as que des livres sur comment mieux travailler, être plus productif, être plus efficient, etc. Comment mieux communiquer, mais dans l'optique d'être plus performant, etc. C'est clair. Et il n'y en a pas beaucoup qui te disent, et là je commence à en voir émerger, qui te disent est-ce que ça aujourd'hui ça te met en énergie, est-ce que cette tâche elle te met en énergie, est-ce que celle-là elle t'en prend, qu'est-ce qui te pèse, comment est-ce que tu vas exprimer, comment est-ce que tu vas résoudre le conflit au travail, et comment tu vas faire en sorte de ne pas avoir de frustration, etc. Et aussi avoir le courage aussi, et ça c'est un autre très, très français, mais il y a beaucoup de gens qui restent trop longtemps dans les entreprises dans lesquelles ils sont malheureux, et ça j'ai vu avec ma mère qui a fait 20 ans, enfin elle a fait même 40 ans dans la même entreprise, mais elle en a passé je pense la moitié en étant insatisfaite. Aujourd'hui on est une autre génération qui part plus souvent, etc. Mais j'estime qu'il ne faut pas avoir peur de changer très fréquemment jusqu'à trouver l'endroit qui nous respecte et nous honore, en fait. Et je pense qu'on est vraiment dans... On a le droit, on n'a pas le droit d'être utopiste, mais on a le droit d'avoir des attentes et des exigences très fortes, parce qu'en fait, il y a toujours une entreprise qui est faite pour vous. En fait, il y a beaucoup d'entreprises. Il faut prendre le temps de chercher. Et ça, j'ai vu aussi de l'angle du recrutement. Les gens, quand ils cherchent un taf, sont très anxieux de ne pas en retrouver un. Et donc, vont pas prendre le temps nécessaire pour retrouver la bonne entreprise avec la bonne équipe qui correspond à ses attentes et ses besoins. Et un autre truc aussi, c'est que ces besoins, ils évoluent. Donc, ce qui t'a plu, moi, ce qui m'a plu pendant 5 ans dans le métier de RH, me plaît plus du tout aujourd'hui. Et je dois retrouver, et c'est le travail que je fais en ce moment sur moi, retrouver une autre manière de le faire vivre pour qu'il puisse me respecter, quoi. C'est un bon conseil aussi, parce que souvent, quand on vient en entretien en tant que postulant, on est challengé, on nous pose 50 000 questions et pour voir si nous on est compétent. Mais dans l'autre sens, voir si l'entreprise nous convient bien, c'est aussi important pour pas se retrouver ensuite dans des situations. Tu vois, parfois on fait un peu abstraction des signaux faibles tu vois, du recruteur ou de l'employeur, parce que bon, alors, surtout en start-up, pareil, on rencontre parfois le dirigeant, tu sais, à la fin du process. Et bon, certains, tu peux sentir un peu que ça n'a pas marché, quoi. Donc ça, c'est aussi, je pense, aux postulants, aux candidats de vérifier ces points-là, quoi. Je reviens sur un point, tu parlais de ta maman. Ça m'a fait penser à une question. Est-ce que tu penses que la génération d'avant, de nos parents, était moins fragile que nous maintenant, et encore moins que la génération suivante, parce que tu vois, on peut passer aussi un peu pour des stars parfois, faire un peu nos caprices. Qu'est-ce que tu penses de cette question-là, quoi? Ouais, c'est la notion de fragilité, elle revient beaucoup. C'est pour ça, il y a beaucoup de honte, de toute façon, autour du burn-out. T'as l'impression d'avoir été fragile, de pas être assez fort pour le monde qui t'entoure. T'as l'impression, et les boîtes, elles osent pas en parler non plus parce qu'elles ont honte, elles, d'avoir eu un burn-out chez elles, et elles ont peur qu'elles soient flaguées comme étant worst place to work at, tu vois. Donc la notion de fragilité, elle revient souvent, et c'est un peu la défense ultime de l'employeur qui a en fait aurait pu aussi aider à avoir à mieux accompagner les individus, à faire de la prévention, par exemple. Ça, c'est des gros sujets. En Belgique, en Suisse, il y a énormément de prévention dans les entreprises. Ok, tu vois beaucoup plus là-bas qu'ici? Ouais, c'est beaucoup plus institutionnalisé, en fait. En tout cas, dans les rapports que je lis, c'est peut-être idée. Enfin, c'est peut-être pas
pas vrai dans la réalité, mais dans ce que je lis, c'est le cas. Et en France, pas du tout. Il y a très peu de prévention. Et donc, on observe que, du coup, l'analyse, elle vient des individus. Et souvent, les individus se disent c'est ma faute, ou c'est la faute de l'employé, etc. Et donc, ce concept de fragilité, il est très présent, en tout cas, dans les discussions aujourd'hui. Pour moi, les anciennes générations, je pense que déjà, elles ne savaient pas mettre de mots dessus. Comme beaucoup des mots qu'elles avaient à l'époque, elles n'en avaient pas beaucoup. C'était un autre temps, parce qu'en fait, il y avait moins de concurrence sur le marché. Donc les gens devaient être moins efficaces. Il y avait moins la concurrence des machines, moins la concurrence de l'IA, moins la concurrence dès que tu as une idée et que tu la lances et que ça marche, il y a 10 boîtes qui font pareil et maintenant tout le monde se bat et il y a 15 boîtes qui investissent derrière et il faut être hyper rapide, etc. Donc la rapidité, les attentes du marché, les volumes horaires et les attentes aussi dans l'éducation. Je pense qu'aujourd'hui, si on est parent, qu'on est en entreprise, etc., les injonctions, elles sont énormes. En fait, on doit être un parent exceptionnel. Attention, tu vas traumatiser ton enfant pour chaque truc que tu fais. Et à leur époque, ils laissaient les enfants pleurer pendant 2 heures, ça leur posait aucun souci. Donc, en gros, là, t'as une vraie différence de génération, c'est sûr. Déjà dans la manière de vivre ses émotions, de les exprimer, etc. Mais surtout dans les attentes de nos générations aussi, elles sont totalement différentes. Et je ne parle pas encore des attentes individuelles, mais aujourd'hui, dans nos têtes, on voit constamment des gens qui ont la best life, etc. Et tu es toujours dans une comparaison illimité en fait à tout ce qui t'entoure. Tu as toujours l'impression que ce que tu fais c'est insuffisant et donc on est tous atteints psychologiquement et on est dans un monde qui a jamais été aussi incertain on a l'impression que la Troisième Guerre mondiale elle est demain quoi là. Ouais, complètement. Et certes il y a eu la guerre froide etc dans d'autres temps, mais on n'a jamais été aussi autant connecté aux dangers, aux informations, etc. Et donc ça fragilise certes on va dire la pensée globale en fait de ta relation au travail. Enfin, ça fragilise la relation au travail, ça fragilise pas les individus quoi. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui vont faire des burn-out. Aussi parce que il y a de plus en plus de boîtes qui sont très toxiques, très mais malgré elles aussi, parce qu'elles ont des attentes hyper fortes de leurs investisseurs et où en fait tout le monde doit être pressé à fond et après tu rentres à la maison et là tu dois encore performer, etc. Donc il y a c'est ça que j'observe le plus et aussi tu as des attentes maintenant humaines et je pense qu'il y a eu un grand écart dans l'esprit collectif où maintenant on a aussi des attentes d'épanouissement personnel et peu matérialiste, moins matérialiste que ce qui a pu avoir lieu avant, et on est toujours dans cette traque matérialiste qu'on pouvait avoir quoi. Donc tu peux pas te nourrir avec même si la pub de la dernière voiture super stylée qui va qui te montre qu'elle est tout terrain, qu'elle va dans la nature, que tu peux enfin respirer l'air frais, etc. Même si tu l'achètes, cette voiture, tu n'auras pas les bienfaits qu'elle te vend, quoi. Et pourtant, c'est tout ce qu'on a en face de nous, quoi. Donc, tu as beaucoup d'injonctions à aller te développer à travers ton boulot, parce que ton boulot va te permettre d'avoir cette maison, d'avoir cette voiture, d'avoir tout ça. Mais sauf que c'est un rêve qui ne nous parle plus du tout à nous, à nos générations. Ouais, nous, on a envie de se développer ailleurs, autrement, et on a plus une âme de se retourner vers soi et de se développer soi-même et d'être bien avec soi-même. Et d'un autre côté, on peut plus aller... on n'a plus de temps de pause pour se régénérer. Je pense que c'est un truc con, mais tu vas plus aux toilettes sans ton iPhone, quoi. Tu peux même pas passer 30 minutes ou 30 secondes. 30 minutes, c'est longtemps, mais 30 secondes, tu peux même pas t'en passer 30 minutes. J'ai des potes qui passent 30 minutes. Tu peux même pas le passer 3 minutes aux toilettes sans téléphone, quoi. Et ça montre à quel point on est devenu, on se, pour le coup, là, fragilise mentalement. C'est fou. À ne pas avoir des moments de régénération simple où on se reconnecte à soi-même.
J'en parlais avec un coach dans l'épisode 1, justement, Tristan Viscock, mais qui m'avait conseillé le livre sur la CNV, Communication non violente, et il me disait qu'il fallait des moments d'oisiveté, justement, où en gros, en fait, t'enlèves ton téléphone, tu fais rien, tu vas à la campagne ou tu marches 1 heure, 2 heures, enfin même une demi-journée, une journée sans rien faire, sans en tout cas penser ou avoir ton téléphone. C'est ce qui manque peut-être aussi à notre génération et à la génération suivante, ces moments-là de déconnexion, quoi. Ouais, tu regardes tous les gens qui ont accompli des trucs extraordinaires, tous les grands auteurs français, c'est des gens qui avaient beaucoup d'oisiveté que ce soit Einstein, que ce soit là, je lis Jung, sa biographie, c'était un grand psychiatre. C'est que des moments d'oisiveté, de lecture, de paix. Et j'ai pris une photo hier d'un passage. Déjà à l'époque, il disait que le monde s'était automatisé, le monde est industrialisé. Il n'y avait plus de temps pour soi et pour se replier et méditer sur soi-même. C'est marrant. Et en fait, c'était frappant de voir, en gros, il était en train de décrire déjà à l'époque ce qui se passait et l'éloignement en fait du soi vers en fait l'extérieur, en se disant c'est cette prochaine montre, c'est cette prochaine voiture qui va me faire du bien. Ça me paraît totalement fou que en fait quand c'est absurde de le penser comme ça, mais en fait on a tout cet héritage et malgré nous on le pense, quoi. Et c'est ça qui est intéressant quand on fait une psychothérapie, c'est de se dire en fait on va déconstruire des choses qu'on pensait même pas penser, en fait. Et ça c'est je voulais mettre une petite parenthèse là-dessus, mais j'étais le premier à dire j'aurais jamais besoin de psychothérapie parce que je vais super bien, je me connais super bien, et je ferai jamais de burn-out. Et je l'ai vraiment dit. Et je pense que ça montre la méconnaissance qu'on a de nous-mêmes. Ouais. Et donc voilà. Et donc j'ai fait une digression tellement loin que digression sur digression. Je vais récupérer. sur toi. Je fais un suivi psy aussi depuis le confinement, depuis le Covid. Pareil, je sais pas si je l'ai dit, mais en tout cas, je pensais très fort que je ferais jamais de burn-out et que, tu vois, je ferais jamais de psy. D'ailleurs, quand on m'a conseillé, tu vois, d'aller voir un psy pour des sujets perso, la première réaction que j'ai eue, c'était je suis pas fou, tu vois, j'ai pas besoin de faire ça, quoi. Et en fait, c'est la meilleure chose, tu vois, qui me soit arrivée. Et je continue, alors que maintenant, ça va, tu vois, beaucoup mieux. Et je continue, comme tu dis, parce que ça permet de déconstruire beaucoup de choses. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la vie est toujours faite d'événements, tu vois, et il y a toujours des nouvelles choses à chercher, et tu creuses toujours plus, en fait. Ouais. Et en creusant, tu découvres des sujets sur lesquels tu peux encore apprendre, quoi. Ouais. Donc ça, c'est vraiment génial. Toi, tu as changé ton rythme, donc j'imagine que oui, la réponse est oui. Comment s'adapte ton rythme de travail maintenant? D'ailleurs, à côté de Burnout Valley, donc tu écris beaucoup, tu fais un podcast. Quelle est ta vie maintenant? Ouais. Ma vie, c'est le chômage assumé. Donc, okay. Non, en fait... On a cette chance en France. Ouais, pour le coup, en fait, c'est un arrêt maladie prolongé ou déguisé entre soi, mais bon, ça vient du même budget, quoi. Mais je suis toujours pas... mon burn-out est toujours pas terminé, c'est-à-dire que je suis toujours pas rétabli. Okay. Ça fait bientôt 1 an. Okay. Je pense que j'ai fait plusieurs erreurs, on va dire, Enfin, après, encore une fois, c'est pas des erreurs parce que ton burn-out peut durer de 6 mois à 2 ans. Donc, tout dépend de l'intensité avec laquelle tu l'as vécu. Mais peut-être que c'est le moment où je parle de comment aller mieux et je l'insère et après je réponds à ta question de qu'est-ce que je fais aujourd'hui, parce que c'est les origines en gros. Mais je pense que le premier réflexe que j'ai eu, ça a été de me dire ok, donc maintenant il faut que j'aille mieux, et comment est-ce que je fais pour aller mieux le plus vite possible, toujours dans cette optique de performance. Et donc dans cette optique de performance, je me suis dit ok, je vais créer une communauté et je vais demander au maximum de gens comment ils s'en sont sortis, et comme ça à la fin j'aurai plein de réponses et j'irai mieux hyper vite. Et un jour je parle à quelqu'un et je lui dis ça, donc je grossis les traits, mais en gros c'est ce que je pensais, et je lui dis ça et il me dit en fait si tu t'étais cassé le bras, tu me poserais pas cette question. C'est vrai. T'attendrais 6 mois
ton médecin il te dit c'est 6 mois, t'attends 6 mois, et après tu fais la rééduque, etc. Mais tu te dirais pas, ok, c'est quoi tous les exos que je peux faire pour que mes os ils se remettent le plus rapidement possible en place, etc. Et je veux tout optimiser, etc. Et donc ça montre déjà que ça aide beaucoup déjà dans l'amélioration personnelle. Mais c'est pas assez. Donc les autres choses sur lesquelles j'ai travaillé, en fait, je pense que comme c'est multifactoriel un burn-out, il faut avoir une approche aussi des réponses multifactorielles. Et donc il y a eu la nourriture. J'ai découvert un docteur qui est plus psychiatre qui s'appelle Guillaume Font. Qui a lié la nourriture et les compléments alimentaires à des maux, notamment la dépression, le burn-out, etc. Et donc lui propose un e-book gratuit où on a juste à se connecter sur son site et il donne en fait quel type de compléments alimentaires prendre pour tel et tel sujet qu'on peut avoir dans la vie. Donc moi j'ai commencé déjà à revoir toute mon alimentation, manger des œufs le matin, à ajouter des oméga 3, du magnésium, du zinc, etc. Tout ce que tu mangeais comment avant ? Je mangeais juste tartine beurre, tu vois. En fait, je mangeais bien, mais pas conscient, pas de manière consciente, à me dire ok. En fait, il y a un des gros sujets qu'on a après le burn-out, c'est vraiment ce sujet de la fatigue. En fait, et donc en fait, il faut remonter son taux d'énergie, remonter son taux de cortisol, faire des choses au bon moment de la journée et pas tout le temps. Et donc en fait, j'ai arrêté le café, j'ai arrêté l'alcool, autant que faire se peut. Tu vis encore à Paris, c'est compliqué. Voilà, ça, on t'en veut pas. Et on va dire arrêter, c'est un grand mot, mais diminuer très fort. J'ai arrêté le café et j'ai diminué très fort l'alcool. Et le matin, en fait, il y a un gros truc, c'est qu'une fois que tu vas commencer à aller mieux, quand tu as fait un gros burn-out, tu as quand même tendance à émerger à 17h. Et donc, du coup, tu dois vraiment retravailler ton alimentation et les compléments alimentaires aussi pour te donner un boost dès le matin et que ce soit pas lié au café, qu'il soit un déclencheur de tout ça et qu'il soit en fait une béquille qui t'aide pas à retrouver ton rythme naturel. Et derrière ça, je fais beaucoup de thérapie. J'ai 3 thérapeutes aujourd'hui. Dans 3 domaines différents. 3 domaines différents, ouais. Un plutôt coaching pro, une personne sur la partie plus c'est une psychologue qui a écrit un livre qui s'appelle Être soi, qui s'appelle Inès Weber, qui me suit plus sur justement comment trouver sa voie et qui ramène un peu de spiritualité aussi dans ma vie, ce que je cherche aussi beaucoup. Et après une autre thérapeute qui s'appelle Coralie Guénaud, qui elle fait de la somatic experiencing, qui est on va dire ma thérapeute principale que je vois toutes les 2 semaines. Et le somatic experiencing, c'est l'approche par le système nerveux, par la théorie polyvagale. Donc je mettrai des liens à la limite pour que les gens aient explorer, qui sont en fait des nouvelles manières de voir la psychothérapie, quoi. Ouais. Ok. Physique. Donc ça passe par le physique. C'est un échange. En gros, c'est sur les ressentis physiques et j'ai peur de trop mal expliquer. Donc en gros, je vais raconter par exemple ce que tu fais. Mais en gros, ce que je vais faire, en fait, en gros, la logique de la théorie polyvagale, c'est de dire en fait, t'as des traumas qui sont stockés dans ton corps. D'accord. Gros, petits, mais qui aujourd'hui en fait font que ton système nerveux est très activé. Ou pas, en fait, soit t'es figé, soit t'es très activé, et donc du coup t'es très sensible à plein de choses, etc., très réactif aux choses. En fait, l'idée, c'est comment est-ce que tu vas calmer ton système nerveux. Et donc une séance, ça va être beaucoup de en fait, et donc ça donne plein d'enfants différents, tu as plein de thérapies différentes qui découlent de la théorie polyvagale, et notamment la somatic experiencing que je fais, et qui est en gros une thérapie qui vise à se reconnecter à ses ressentis corporels, à écouter ses émotions, à les faire parler, à les faire s'exprimer et à les expulser, en gros. D'accord. Donc ça a été très efficace pour moi, et la relation que j'ai avec ma thérapeute est exceptionnelle, ce qui fait que je me sens en sécurité quand je suis avec elle, et je peux vraiment avancer à mon rythme, quoi. Donc ça a été vraiment hyper efficace. Et donc voilà, donc il y a un peu les pans psy.
t'as le pan nourriture, et après, tu as le pan activité. Et donc, très longue réponse pour enfin venir à ta question. C'est très bien, Kevin, ça me va très bien. et donc ça, c'est là où j'ai commencé aussi à me dire, OK, à quoi ressemble la journée qui me ressource. Et j'ai switché vraiment de ce truc de les premières semaines. J'ai commencé à me remettre à courir, à me dire enfin je peux rebattre des records, etc. J'arrivais pas à courir, c'était horrible. Et en ça fait, reste en toi, ça, quand même. Hein, ouais, ça restait un gros truc à déconstruire. Ouais. Et donc là, c'était vraiment de réapprendre à me dire, OK, qu'est-ce qui me donne de l'énergie, juste simplement, et comment est-ce que je peux entreprendre les choses avec une nouvelle perspective, quoi. Comment est-ce que j'arrive, je vis juste le moment présent et je me reconnecte au moment présent sans qu'il ait un layer, enfin une couche supplémentaire, merci, de stress, de compétition, de dépassement de soi, parce que j'ai 1000 trucs à prouver, parce que j'étais un mauvais élève et que j'ai besoin de prouver au monde que je suis super fort, quoi. Okay. Et donc ça a été reprendre avec du sport doux. Ça, c'est un gros conseil que je donne aux gens qui ont fait des burn-out, et ça, beaucoup d'études montrent que du sport doux, de la marche, de la course lente, du yoga, de la natation, tout ce qui peut être doux en tout cas, et pratiqué de manière douce, tous les jours, très, très peu de temps, mais tous les jours, donc 20-30 minutes. Ouais. Ça aide vachement à regagner et à de l'énergie, en fait, justement. Donc j'ai mis du temps à trouver en fait ce rythme-là, etc. Et donc du coup j'ai beaucoup de temps qui est dédié à méditer et à faire ça, à lire. Quand je mets lire dans méditer aussi, oui. C'est le moment un peu d'introspection. Et après, j'ai 2-3 heures, ça varie. Donc ça peut être de 2 à même 4 heures parfois quand je suis en grosse énergie et que à travailler. Et mon travail aujourd'hui, c'est la communauté. Je me suis dit, OK, au début, j'arrivais avec cette envie très individuelle de créer une communauté. Et maintenant, j'arrive vraiment à comprendre le sens de OK, j'ai eu suffisamment de témoignages de gens qui sont venus me voir en me disant merci, ça m'a sauvé. Je contemplais des choses pas très joyeuses et j'ai enfin mis des mots sur ce qui se passait. Et donc, je vois vraiment l'utilité là maintenant par rapport à ces feedbacks de me dire OK, c'est d'utilité publique, donc je continue et je vois ça comme mon travail. Et donc, j'ai une ambition mais saine d'avancer et d'aller chercher le maximum de trucs. Donc je travaille entre 2 à 4 heures par jour. Et le reste, en fait, c'est tourner sur comment est-ce que je peux aller mieux, comment est-ce que je peux continuer d'avancer sur un travail psychologique et thérapeutique, quoi. Ouais, je comprends. Intéressant. Et tu penses que performance et bien-être sont compatibles ? Ouais, je pense totalement. Je pense juste que tu dois l'approcher de manière joviale et curieuse et en fait maintenant j'arrive enfin à voir l'état dans lequel ça me mettait, où je vois quand est-ce que je suis en train de prendre du plaisir et je vois quand est-ce que ce plaisir se transforme en stress de toujours plus vite. Pourquoi là t'as fait l'action en 3 clics, il fallait la faire en 2 clics. Vraiment, je me dis ça. Donc là, c'est vraiment en fait cette réappropriation des réflexes, de la perspective. En fait, je pourrais refaire tout ce que j'ai fait avant. Et donc, je pense que dans ce cadre-là, si tu arrives à complètement changer ta perspective, tu peux retourner au travail, par exemple, dans la même boîte, quand évidemment, c'était pas une boîte toxique. Oui. Ce qui, moi, aurait été mon souhait, tu vois, si j'avais pu m'en remettre plus vite et si j'avais pas évolué par ailleurs sur mes attentes professionnelles, quoi. Mais il y a vraiment cet enjeu de réussir à comprendre en fait quand est-ce que tu es en train de te donner de l'énergie et quand est-ce que tu es en train de la perdre. Et c'est très simple en fait, mais très compliqué en même temps, parce qu'en fait, une même action peut avoir ce même effet, quoi. C'est pas comme si quand je fais du tennis, je vais pas bien et quand je fais du basket, je vais bien. C'est je fais du basket, parfois je suis stressé et je me mets en mode gros enjeu de prouveur. Parfois, je suis juste en train de profiter et de rire avec mes potes et de profiter du moment. Et donc, le résultat, c'est que je vais peut-être gagner ou peut-être perdre dans les deux cas. Enfin, la performance, en fait, elle découle de
la qualité, je pense, de ce que tu fais, en tout cas sur le long terme, quoi. Moi, mon approche jusqu'à maintenant, elle était vouée à l'échec parce que elle était fatigante, en fait, elle m'usait. Alors que tu peux avoir une approche beaucoup plus pure où tu vas avoir un impact beaucoup plus fort parce que en fait, tout est facile pour toi, tu es dans la bonne approche, tu perds pas. Je perdais, je pense, énormément de temps à essayer d'en gagner finalement et à faire des tâches qui me donnaient l'illusion de travailler plutôt que de vraiment avoir un impact très fort, quoi. Et j'étais tout le temps dans la réaction, tout le temps j'avais l'impression qu'il y avait le feu partout alors qu'il y avait le feu nulle part. Et ça, c'est un état d'activation justement où t'es trop, tout est démesuré. Mais je pense que tu vois, tu vois des athlètes de très haut niveau performer avec du stress évidemment, mais contrôlés, sereins, et ils savent pourquoi ils sont là, etc. Et je pense qu'il y a une vraie intentionnalité de pourquoi tu fais les choses. Et je pense que j'avais un peu aussi perdu ça de pourquoi je vais au travail en fait, pourquoi je gagne un salaire, pourquoi est-ce que le salaire que je gagne il est bien, je suis content avec, qu'est-ce qui me permet de faire, où est-ce que je peux aller, c'est quoi mes passions. J'avais plus de passion, le sport pour moi c'était un moyen d'être plus performant au travail en fait. Donc c'était plus quelque chose de tiens, je vais aller m'amuser ou c'est une soupape de décompression, etc. Non, c'était encore un enjeu sur lequel j'allais me challenger, quoi, tu vois. Je vois très bien. Quand on fait tous les de la course à pied, mais c'est quand tu pars courir et que tu penses juste à ton chrono, à ton rythme par kilomètre, tu regardes même plus le soleil, t'es dans un beau cadre. C'est dommage, quoi. Ouais. Parfois, il faut juste lever la tête, ralentir et regarder, quoi. C'est important. Tu perds l'expérience de la vie, en fait. Et c'est vraiment ça que j'avais perdu dans le burn-out. C'était l'expérience vraiment de vivre. Et de vivre des choses pleinement, sans être coupé de mes ressentis et de mon corps, quoi. Et donc là, la rééducation est hyper dure parce que tu vois, t'as toute une phase, genre, moi, elle a duré... pour ça 9 mois, les 9 derniers mois. Ça a été une rééducation hyper lente et hyper dure, de quelques moments de clairvoyance, de ça y est, ça c'est le bon ressenti, c'est le bon sentiment, c'est la bonne justesse quand je suis en train de faire quelque chose. Et là, c'est en train d'augmenter au fur et à mesure. Mais j'oscille constamment et il y a des jours où je me dis mais jamais je vais y arriver, c'est fini, je suis foutu, je suis bon pour mettre à la poubelle, ce qui est aussi un gros truc quand on a été aussi fatigué et qu'on n'arrive plus à se concentrer énormément. On a l'impression que ça va durer pour toujours. En fait, le burn-out ne dure pas pour toujours. C'est une question que j'allais te poser. Est-ce qu'on peut remettre le couvert, même si on a vécu ça parce que moi, je suis entrepreneur, j'ai créé 3 boîtes déjà et après j'étais employé pendant 5 ans. Et après tu te dis, en fait, ça m'est arrivé. Et maintenant, c'est sûr que j'y arriverai plus parce que je suis trop fatigué, tu vois. Alors, je te rassure, je suis ressorti de cette période-là, mais il y a un moment où je me suis dit, effectivement, comme exactement ce que tu décris. Ouais, en fait, peut-être que j'y arriverai plus, quoi. À me bouger et à chercher et à rebosser, en fait, tu vois. Ouais. C'est particulier comme sensation. Ouais, en fait, c'est particulier parce que t'as ce sentiment aussi d'isolement quand t'es en burn-out. Tu dis, il y a que à moi que c'est arrivé. On était 50 de 2000 dans la boîte et je suis le seul à avoir fait un burn-out. Donc tu te sens isolé. Tes proches comprennent pas parce que c'est un terme qui est hyper banalisé, mais en même temps pas compris. Donc t'as fait un burn-out. Moi on m'a dit, t'es sûr que t'as fait un burn-out parce que t'as l'air bien. J'étais là, oui, enfin je veux dire, je peux sortir du lit, en fait, c'est possible, c'est juste que je suis juste fatigué toute la journée. Tu pleures pas toute la journée, non, c'est sûr. Tu pleures pas toute la journée, quoi. Donc, mais retravailler, ce serait impossible. Donc là, tu me mets devant un ordi, je peux pas. Donc, voilà, à l'époque. Mais donc, en fait, c'est ce truc, ça plane toujours au-dessus. C'est est-ce que je vais retomber dans un burn-out? Est-ce que je vais pouvoir retravailler au même niveau? C'est les grosses questions qui planent. Et en fait, la réponse, elle est différente pour tout le monde. En tout cas, il y a une certitude, c'est que si tu recommences dans le même contexte et que toi-même t'as pas évolué et que t'as pas fait de travail sur toi, etc., c'est sûr et certain que ça repart, quoi. Je suis d'accord. Et il y a une autre théorie, c'est aussi de se dire, c'est un peu comme
c'est comme si tu allais dans une thérapie de couple tout seul, en fait. Tu vois, toi, tu vas changer, mais l'autre, est-ce qu'il va changer? Non, il n'est pas venu. Donc, c'est pareil, l'entreprise, c'est le conjoint qui s'est pas ramené. Et en fait, si elle ne fait pas des efforts pour changer aussi le contexte et pour te permettre de rentrer petit à petit, de veiller à ce que tu ailles bien chaque mois avec un suivi pendant toute ta carrière après dans l'entreprise, il y a peu de chances que ça marche bien. Donc il y a et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ok, je vais me reconvertir, je vais changer, je vais devenir freelance, etc. Parce que ça te permet de changer les règles du jeu et de pas retomber dans les mêmes travers qu'à l'époque. Mais dans tous les cas, il y a un vrai travail individuel à faire pour, quoi qu'il arrive, en fait, ne pas retomber dedans, parce que tu retomberas toujours dedans si tu n'as pas fait des efforts perso, quoi. Mais même si tu changes le cadre, effectivement, je rebondis là-dessus, mais il faut travailler sur soi. De toute façon, c'est Annelle Malherbe que j'avais reçu aussi qui disait c'est une hygiène, en fait, une hygiène de vie, d'apprendre à se connaître. Mais même si tu changes de cadre, imagine que tu es dans une grande boîte classique Danone. Pardon, désolé, je chie une marque. Ouais, une autre boîte, peu importe la boîte. Tu deviens boucher ou fleuriste ou peu importe, tu peux retomber dans les mêmes travers si tu n'as pas travaillé sur toi, quoi. Ouais, ta relation à la performance, c'est ça. Elle y est. Tu peux vouloir devenir mof, n'importe quoi, juste pour te prouver des choses. Ouais, c'est ça. Ouais. Et pareil, dans la... en fait... l'entreprise, si tu as été dans une entreprise très toxique, que tu as subi énormément de harcèlement, etc., il y a de grandes chances que tu n'aies pas su mettre... là, je ne veux pas blâmer la victime, mais c'est vraiment... ça risque d'arriver encore dans des manières détournées, parce qu'en fait, il y a des gens, s'ils sont harcelés au bout de 5 secondes, en fait, ils partent et ils ne se laissent pas faire pendant 3 mois, quoi. Et je sais que c'est insidieux, que c'est hyper... que le harcèlement se fait petit à petit, et donc petit à petit on baisse ses défenses, etc. Donc vraiment, je veux pas que ce soit vu comme je blâme la victime, parce que c'est vraiment pas le truc, mais en fait je lis trop Jung en ce moment, et il y a une vraie répétition, en fait, de ce qui va, enfin des choses qui t'arrivent dans la vie tant que tu les as pas craquées, quoi. Et ça, c'est le but de la psychothérapie, c'est de se dire ok, si demain je switch de comptable à boulanger et que je me retrouve dans une boîte toxique, bah là, cette fois, je saurais comment faire, et je saurais me faire respecter, et je saurais me respecter en partant plus tôt, quoi. Et ça, c'est un vrai truc, quoi. En thérapie et en psychothérapie, tu vois vraiment les mêmes schémas se reproduire assez fréquemment tant que tu les as pas craqués, et donc tu peux passer une vie à vivre les mêmes choses, c'est ça, sous des formes différentes, quoi. Ouais, sous des formes différentes. Ouais. Wow. Attends, Jung, c'est Carl Jung? Tu parles? Okay. Tu lis quoi en ce moment? Ma vie de Jung. C'est son autobiographie dans laquelle il parle aussi de ses concepts, tous les concepts qu'il a pu développer, quoi. Mais en fait, tu retrouves cette notion de un peu de répétition dans plein de thérapies différentes. Là, j'ai lu plein de bouquins, notamment sur la théorie polyvagale, etc., où il disait, en fait, c'est un peu mystérieux, mais il y a des gens qui se font emboutir leur caisse 10 fois de suite, c'est pas de leur faute, la voiture a été garée, c'était pas dedans, c'est un biais statistique, normalement, quoi, et en fait, ça leur arrive encore et encore et encore et encore, et en fait, t'as un truc un peu mystique de tant que t'as pas réglé quelque chose, tu vas le revivre, quoi. Ouais, c'est marrant. Là, c'est l'explication la plus mystique qui non, mais je vois, mais c'est des personnes à qui il arrive toujours des choses, toujours, mais tout le monde vit des choses dans la vie, mais quand même, parfois, il y a quand même des personnes, tu dis, il se passe quand même toujours quelque chose, quoi. C'est dingue. Ok, donc tu construis cette communauté, ensuite tu as un projet après, où tu lis, tu profites, entre guillemets, c'est pas profiter, mais tu te reconstruis. Ouais. Ok. Ouais, le gros accent là, c'est se reconstruire. Tu vas être papa en plus une deuxième fois. Je vais être papa une deuxième fois. Pas rien. Donc voilà. Et l'idée, c'est de continuer, en fait, à protocoliser le rétablissement du burn-out. Moi, mon rêve caché, c'est de me dire, j'arrive à créer, et je sais pas sous quelle forme encore, mais que ce soit une app, une association ou je sais pas quoi, mais quelque chose qui nous permette, en fait, de mieux comprendre quels sont
les thérapies qui marchent le mieux, quelles sont les hygiènes à mettre en place pour aller mieux, tu vois. Et en fait, moi, si j'avais, enfin, je pense qu'aujourd'hui, j'aurais encore plus d'énergie que ce que j'en ai maintenant, si j'avais eu tout ce que je sais aujourd'hui dans mes mains, quoi. Et tu vois, par exemple, la relation avec la sophrologie, pour moi, la sophrologie, je pensais que c'était... Enfin, je m'arrêtais aux pubs de reconversion que tu vois dans le métro parisien, quoi. Et je prenais pas ça pour un truc hyper sérieux, jusqu'au moment où en fait j'ai commencé à écouter des gens et lire des études justement scientifiques sur la relation sophrologie et patients anxieux, stressés et burn-out. Et en fait, par exemple, ça, c'est... question bête, sophrologie, c'est sur la respiration. Alors, la sophrologie, ça mélange en fait, c'est un hypnothérapeute il était psychiatre, je crois aussi, qui a lancé ça, et c'est un mélange entre hypnose, respiration, donc il y a aussi le mélange méditation, yoga. Okay. En fait, ça, c'est les cours en influence du truc. D'accord. Encore une fois, je suis pas un expert de ce genre de choses. Que je comprenne, ok. Mais en fait, justement, sur le ressenti corporel, la détente personnelle et des états, justement, d'hypnose qui te permettent d'être dans des états modifiés de conscience, qui te permettent du coup de mieux travailler sur toi-même, sans trop, de manière beaucoup plus efficace, etc. En fait, tout ça, c'est des choses qui marchent très très bien, qui ont, avec des vraies analyses cliniques qui ont très bien marché, et des études aussi qui prouvent que ça a un impact vraiment très fort sur ça. Mais c'est une des thérapies. Là, je vais bientôt sortir un article justement qui montre en fait toutes les thérapies, les TCC qui marchent très bien. TCC, thérapie cognitive et comportementale. Ouais, c'est ça. Okay. Et t'en as d'autres encore. Enfin, ouais, il y a vraiment plein de choses qui fonctionnent pas mal. Et même la méditation. Hein. Tu sais, moi, il y a 5 ans, je pense que c'est même plus 7-8 ans, je pensais que la méditation, il fallait fumer de l'encens et être dans une forêt pour méditer. En fait, c'est très simple, hein. C'est juste se recentrer sur soi, fermer les yeux et c'est tout, quoi. C'est ça. Mais juste qu'on vulgarise le truc, parce qu'on a l'impression que la méditation, c'est tout de suite un magicien, mais pas du tout. Hein. C'est très simple en fait comme pratique. C'est clair. Et donc il y a justement beaucoup de techniques de respiration, il y a beaucoup de choses qui existent et qui permettent de calmer. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est quand tu commences à t'intéresser à plein de thérapies, tu vois plein de points communs et d'analyses communes qui ont des noms différents. Et le burn-out, c'est vraiment quelque chose qui est hyper présent dans la patientèle des sophrologues, et qui a des super résultats, par exemple. Mais tu l'as t'as plein de... Ouais, t'as plein de gens qui savent exactement comment résoudre ce truc, et toi t'es bloqué sur une thérapie qui marche peut-être pas, et donc voilà, donc c'est à travers la science, mais à travers aussi le retour, on va dire, de l'observation au quotidien des différents thérapies, que j'essaie de me construire une croyance et quelques débuts de certitude pour me dire ok, quand quelqu'un a un burn-out, maintenant en fait voilà l'éventail de techniques, thérapies que je peux lui proposer pour que lui en fait il puisse s'imaginer aller mieux et se sentir bien accompagné, quoi. Je veux très bien. Faudra qu'on reparle de ça en off. Trop bien, Kevin, je vois que le temps est passé vite. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose sur le sujet qu'on n'aurait pas abordé? On a quand même fait un bon tour. Peut-être que j'ai omis des questions importantes. C'est le moment où tu peux ajouter quelque chose si tu en as envie. Ouais, non, le burn-out, en fait, c'est juste... c'est violent quand ça arrive, mais ça peut vraiment devenir... ça peut vraiment devenir quelque chose de très beau. Et c'est ça aussi que j'essaie de montrer à travers la communauté, c'est que on peut vraiment en sortir vraiment hyper grandi, et que c'est quelque chose qui va pas nous coller à la peau toute notre vie, ou au contraire qui pourrait nous coller à la peau, mais de manière très positive, et qui peut avoir été un moment qui déclenche totalement je dirais le courage. Je pense que moi, dans mon cas particulier, ce qui m'est arrivé, c'est j'ai pris le chemin du moindre courage, entre guillemets. C'est-à-dire que je savais pas quoi faire, j'ai fait un BTS, après je savais pas quoi faire, j'ai fait une école de commerce, après je savais pas quoi faire, j'aurais pu devenir consultant, tu vois. Ouais. Ça aurait été le paroxysme du truc, mais l'aboutissement du je sais pas quoi faire. Le choix du non-choix. Le choix du non-choix. Voilà. Mais je me suis retrouvé, en fait, au fur et à mesure à prendre des choix
endroit, mais pas tout le temps désirer, pas tout le temps me remettre en question de est-ce que je suis au bon endroit, etc. Et à pas oser prendre mon courage à deux mains à certains moments de ma vie pro. Et je pense que le burn-out est là un peu pour rappeler ce truc de ok, voilà ce qui se passe quand t'as pas le courage de t'écouter et de te connecter à toi-même. En fait, c'est pas ouf non plus. Donc ça a l'air plutôt horrible. Tu veux plus jamais retourner là. Ça brûle très fort là, le burn-out. Donc tu veux pas remettre ta main dessus. Et donc tu vas te recréer. Et je pense que ça te donne un nouveau courage aussi et une nouvelle peur. Tu vois, une peur et le courage, c'est très lié. T'as peur de retomber dedans et du coup tu as le courage de te redonner de la vitalité et une nouvelle direction, une nouvelle intention dans ta vie qui peut être hyper belle et moi je regrette pas d'en avoir fait un et je chéris beaucoup quoi. C'est pour l'instant quoi. Donc voilà. Je pense qu'on peut terminer là-dessus. Merci Kevin pour cet échange. Merci à toi encore. À bientôt, salut. Ciao.